Donc bonjour et bienvenue à tous. Donc moi je suis Bertrand Fouché, je travaille dans le pôle accompagnement des professionnels au Carrefour F Pays de la Loire. Et donc juste pour vous préciser en introduction que ce webinaire s'inscrit donc dans le cadre d'une offre de professionnalisation qu'on a dans le contexte du confinement actuel, qu'on a mis en œuvre et sur sollicitation notamment du Haut Commissariat aux compétences. Donc cette offre de professionnalisation est constituée d'actions de formation qui sont menées en partenariat avec le CAFOC. Il y a également des webinaires thématiques, donc comme celui de cet après-midi, donc qui est sur les outils numériques pour collaborer entre professionnels. Et puis il y a également des rendez-vous des formateurs, donc on en a eu 2 jusqu'à présent, c'est le jeudi. Alors vous retrouverez tous ces rendez-vous sur la page dédiée pour les organismes de formation sur le site du Carrefour F. Donc n'hésitez pas à les consulter, et c'est également sur cette page que vous retrouverez les replays, donc qui seront mis en ligne des différents rendez-vous. Alors effectivement, comme je le disais, en fonction du nombre, on verra si c'est possible de couper micro et webcam, ce qui permet d'optimiser le flux pour chacun. Et puis, vous allez pouvoir échanger, poser des questions dans la fenêtre de chat. Moi, je me permettrai, avec l'autorisation de Frédéric, de l'interrompre éventuellement pour relayer vos questions au cours de sa présentation. Ok, oui, bah écoutez, moi ça me va bien comme ça, hein. Le petit nombre fait qu'on peut échanger et c'est aussi bien que vous interveniez à tout moment. Donc, je suis Frédéric Aeuve, donc j'habite actuellement dans Lyon après un passage dans le Nord et en Normandie. Je suis formateur consultant indépendant. Donc, je travaille en partie chez moi et depuis quelques semaines complètement chez moi. Je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a bien un effet, là, une attente forte à des organismes de formation pour se mettre un peu dans l'urgence pour certains d'entre eux sur le numérique. Et donc, voilà, et donc notamment ici, cette webconf qui remplace pour l'instant une formation que je devais animer pour le Carrefour F, qui a été donc décalée dans le calendrier pour des jours meilleurs où peut-être on aura l'occasion d'être en présentiel ou alors on fera finalement aussi à distance. Donc la commande qui m'a été passée, hein, c'est de travailler avec vous donc sur les outils numériques pour collaborer entre professionnels. Donc je n'évoquerai pas la question des apprenants, même si on est bien sûr sur le champ de la formation. Vous êtes tous, j'imagine, ou des formateurs ou des directeurs de centre ou des consultants liés à ce domaine de la formation. Mais je parlerai plutôt des relations entre professionnels. Alors, en préambule, peut-être des choses qui sont évidentes, mais c'est mieux de les redire. Est-ce que finalement, la crise actuelle a créé des vocations, peut-être, a créé peut-être aussi des frustrations chez d'autres? Est-ce que ce sera une crise qui va accélérer le changement dans les organisations? Est-ce que le télétravail contraint va devenir le télétravail choisi? Moi, honnêtement, je n'ai pas trop d'idées sur la question. Peut-être si vous en avez une, on va lancer le petit sondage, Bertrand. Donc, de votre point de vue, est-ce que vous pensez que cette crise aura des effets durables sur le développement du télétravail? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Je pense que tu ne l'as pas soumis, Bertrand. Alors, normal, les Ah, si, personnes si. y répondent effectivement. Par contre, Ah oui, dans d'accord, Zoom, c'est moi qui réponds, qui soumets ma réponse, en fait. ouais, effectivement, dans Zoom, je vais mettre fin au sondage et à ce moment-là, je vais pouvoir vous partager les D'accord, ok, résultats. affiché. D'accord. Donc, bah là, sur 17 participants, je vois qu'il y a 15 participants. Donc, il y aurait une personne qui peut voter si elle souhaite rapidement. Et puis, alors voilà, les résultats, je vous les partage. D'accord, 14 donc personnes qui répondent oui et une personne qui bah, répond non. oh bah, c'est très bien. Bah, écoutez, moi j'en suis ravi en tout cas. Si ça a été au moins bénéfique de ce point de vue-là, je trouve que ce serait effectivement une bonne nouvelle. Donc après, on verra à l'usage, hein. Certains comportements aujourd'hui peut-être laissent entendre qu'effectivement ça sera une mesure de changement. On verra bien ce qui va se passer. Euh,
De mon point de vue, je n'ai pas trop d'idées sur la question. Je pense que oui, mais j'en suis pas. En tout cas, ce n'est pas une certitude. Euh, voilà. Donc, ce que ça nous a révélé, en tout cas pour moi, trois points. Hein. Premièrement, le fait qu'on n'était pas prêt, ni au niveau des institutions, même en dépit de ce que peuvent en dire certains, et au niveau personnel. Ça nous est arrivé de plein fouet, hein, cette idée d'être en télétravail. Le deuxième point, c'est que ça a quand même révélé une capacité de se réinventer. J'ai repris la petite citation là, que Jean a dû lire aussi, peut-être participer dans l'interview de Cap Métier où un opérateur disait on a fait plus en 15 jours que ce qu'on pensait faire en 3 ou 4 ans. Et effectivement, moi je travaille avec des CFA notamment qui ont énormément avancé dans les 15 jours qui viennent de s'écouler sur le développement du numérique et sur le fait de réinventer des modèles aussi managériaux. Et donc, cette crise révèle ça, en tout cas, cette capacité de se réinventer et puis d'être finalement avec l'imagination au pouvoir. Hein. Je fais référence à Geniali, qui est un outil pour produire des ressources numériques. Et sur le forum de Facebook, notamment sur la page Facebook, il y a énormément de choses hyper intéressantes, captivantes, qui montrent bien cette imagination. Et puis le troisième point, c'est en fait la nécessité, le besoin vital d'être en relation avec les autres et avec ses collègues de travail. Ça aussi, le fait qu'on ait réinventé des petits rituels, même y compris des apéros virtuels, etc., entre collègues, montre bien qu'on a besoin d'être en contact avec son milieu d'appartenance professionnelle, son entreprise. Donc, tout ça peut-être plaide en faveur du fait que ça se poursuivra. Par contre, il me semble, alors si on est à la fois dans cette période de crise et puis au-delà, si on essaye de mettre en place des modèles, des modèles de télétravail ou de collaboration à distance, il me semble qu'il y a une première question auquel il faut qu'on réponde, qui est en tout cas qui doit être abordée dans les premiers temps de la mise en œuvre du projet, qui est en fait la question du modèle de gestion de l'information et du modèle managérial. Avec une alternative qui est simple. Hein, est-ce qu'on reste dans une organisation traditionnelle en termes de partage de l'information, par exemple, ou de travail, donc plutôt de type top-down, ou est-ce qu'on va vers des organisations collaboratives, réellement collaboratives? Est-ce que quand on parle d'outils de travail collaboratifs, est-ce que vraiment on est sur un modèle managérial qui va permettre et amplifier la gestion d'une autre manière du travail des collaborateurs? Je pense que cette question-là, alors bien sûr, on n'a pas eu le temps de la traiter dans l'urgence, mais elle serait à traiter et elle va conditionner en fait le choix des outils, puisque dans les 4 familles d'outils que je vais évoquer maintenant, en fait, je pense que ce choix est éminemment stratégique et qu'il s'inscrit dans la réponse à la question précédente, c'est-à-dire dans quel modèle finalement de partage d'informations et de travail avec les collaborateurs on veut mettre en place. Voilà, cette question, si elle n'est pas traitée de manière approfondie, on risque d'avoir des déboires. Hein. On peut par exemple adhérer à des modèles ou des outils collaboratifs et puis finalement se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on veut faire ou qu'on n'est pas prêt, par exemple pour des dirigeants, à partager du jour au lendemain les données. Donc ça remet en cause beaucoup les modèles managériaux. Alors, les 4 familles d'outils, alors je ne vais pas être ni exhaustif, alors je suis forcément partiel et peut-être un peu partial aussi. Hein, forcément, j'ai mes goûts et mes choix. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, même si ce serait illusoire de l'être, eu égard à la multiplicité des outils dont on dispose aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui qu'hier. Mais il me semble en fait que lorsqu'on veut mettre en place une autre démarche de collaboration, il y a 4 familles d'outils, 4 familles de technologies qu'il faut aborder les unes après les autres. La première, c'est quels espaces de stockage communs et outils de production communs. Le deuxième, c'est tout ce qui va être de l'ordre des rencontres synchrones à distance, donc par exemple ce qu'on est en train de faire. La troisième famille d'outils, c'est tout ce qui va permettre la planification du travail en équipe. Et puis un quatrième outil qui est autour de la veille partagée. Alors je l'ai mis en italique
non pas parce qu'il est moins important, mais parce que je pense que je n'aurai pas forcément le temps de traiter cette question. J'ai vu que par ailleurs, il y avait d'autres webinaires qui étaient organisés sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un point aussi important que les 3 précédents, même si je pense que déjà, si on a répondu aux 3 premiers outils, on a déjà bien avancé. Alors, encore une fois, je vous laisse compléter. Hein, je parle aussi sous couvert de mon confrère et ex-collègue Jean Van der Velden, hein, qui en sait sans doute autant que moi sur le sujet. Donc, s'il a envie d'intervenir, comme tout autre participant, faites-le bien volontiers. Alors, dans la première famille d'outils, donc organiser des espaces de stockage communs, donc à distance. Il me semble qu'il y a 2 grands leaders aujourd'hui, que sont Google et Microsoft, et un petit poussé qui est Framasoft. Alors, les 2 premiers, vous les connaissez tous, hein, quelque part, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'une manière ou d'une autre de ces 2 mastodontes américains. Il n'empêche que je ne suis pas sûr, et je parle par expérience, qu'on ait tous vu tout le potentiel qu'offraient ces outils, et je suis plutôt persuadé qu'on en utilise peut-être 20, 30% ou 40%, mais pas la totalité des possibles en fait qu'offrent ces 2 outils. Donc, le premier, Google Drive, hein, qu'on connaît comme un outil de stockage de ses propres documents en ligne, hein, un cloud, mais qui est avant tout, de mon point de vue, un outil collaboratif, puisque bien évidemment, les dossiers que vous allez créer sur Google Drive sont partageables et peuvent être partagés. Et non seulement partagés, mais les documents peuvent être produits ensemble. Donc avec notamment les outils Google Doc, hein, qui ressemblent étrangement à des outils type Word. Donc pas très difficile à prendre en main, mais par contre, l'option de travailler ensemble sur ce document me paraît essentielle si on veut vraiment aborder la question de la production collaborative à distance. Qui demande un petit temps d'adaptation et puis quelques règles de conduite, je vais venir après. Donc, dans Google, il y a plein d'outils, et là j'en ai que quelques-uns d'évoquer, hein, on les a sous forme de vignettes, on va retrouver des outils que l'on connaît, hein, Google Maps ou autre, mais aussi tous les outils de travail collaboratif. Le deuxième grande famille, donc Microsoft, hein, notamment Microsoft Online, qui en fait permet alors une organisation très proche, hein, et je pense que derrière il y a aussi l'idée qu'on est acculturé à une logique de dossier. Donc, on va retrouver des environnements qui vont nous rappeler sensiblement notre environnement de travail habituel. Et pareil, donc ces dossiers, on va pouvoir les partager et puis donc créer ensemble des documents type Word ou autre de manière collaborative. À côté de ces 2 gros mastodontes, alors oui, pardon, juste donc on va retrouver dans Microsoft la même organisation des applications, hein, des vignettes qui vont pouvoir nous proposer toute une gamme d'outils ou de produits. Et on va retrouver donc la même chose du côté de Framasoft. Alors Framasoft, c'est donc une initiative qui vise à dégoogliser Internet, c'est-à-dire à sortir de l'hégémonie américaine, notamment des GAFA, pour proposer en fait des outils libres qui, même dans leur nomination, ressemblent étrangement en fait à ce que l'on va trouver soit du côté de Google, soit du côté de Microsoft, puisqu'on va avoir avec le préfixe Frama, comme Framasoft, en fait l'équivalent des outils qu'on va trouver dans les 2 autres, c'est-à-dire Framaforms, par exemple, pour faire des questionnaires en ligne, Framadat, on voit bien ce qu'il y a derrière, Framaslide, etc. Framapad, qui est un outil qui permet de créer des textes de manière collaborative. Et donc, en fait, on va retrouver une déclinaison à peu près identique dans ces 3 familles. Alors, après, le choix de l'une ou de l'autre dépend d'un certain nombre de considérations, dont des considérations presque éthiques. Hein. Je pense qu'un certain nombre de personnes se tournent vers des outils comme Framasoft pour éviter justement de tomber dans les GAFA. D'autres, finalement,
organisations notamment font le choix des outils plus professionnels que sont Google et Microsoft. En tout cas, il me semble que les avantages sont, en tout cas pour les deux premiers, alors j'ai un peu plus de mal avec Framasoft parce que je pense qu'on n'est pas dans la même, comment dire, qualité, en tout cas de l'interconnexion des applications entre elles. Puisqu'en fait, l'idée des deux, c'est quand même de proposer ce que j'appelle les écosystèmes numériques complets, c'est-à-dire des écosystèmes dans lesquels les applications vont être en interaction les unes avec les autres, vont s'alimenter ou s'alimenter mutuellement. Donc ça, c'est un point important. Le fait, bien sûr, de pouvoir accéder aux documents à tout moment et en tout lieu, d'avoir les dernières versions des documents. Alors, quand on travaille ancienne mode, on connaît tous les fichiers version 1, version 2, version 3, souvent mal versionnisés d'ailleurs, donc au bout de 4-5 échanges, on ne sait plus quel est le bon document. Là, on a quand même un avantage évidemment important qui est que si on produit ensemble un document sur des outils comme cela, on est sûr d'avoir la dernière version en ligne et donc même s'il y a un historique qui permet de revenir en arrière, on a quand même la dernière version, ce qui évite en fait toutes les logiques de versionning qui est parfois à la fois chronophage et puis qui prend beaucoup de place et puis qui nous perturbe. Disparition des mails, donc ça on le dit depuis longtemps, alors pas encore vraiment une réalité, mais en tout cas effectivement les mails pourraient avoir tendance à disparaître au profit des notifications, parce qu'en fait quand on utilise des outils collaboratifs, on est notifié des informations selon la manière dont on a renseigné son propre profil. Et donc, ça pourrait éviter la profusion des mails et puis des mails à n'en plus finir et des chaînes, etc. Et puis, donc, les interactions, je l'ai évoqué. Les interfaces multi-device, ça c'est important parce qu'en fait, on va retrouver la déclinaison de ces applications sur l'ordinateur et sur les outils mobiles, tablettes ou smartphones. Et c'est quand même assez confortable. Et ça permet en plus parfois d'utiliser les deux en même temps. Parce qu'en fait, on peut très bien avoir, moi j'utilise par exemple Teams, hein, j'en parlerai tout à l'heure, on peut avoir avec des outils comme Teams l'écran sur lequel on partage et puis à côté sur le smartphone le chat. Donc ce qui permet d'avoir un double écran à peu de frais et puis de suivre comme ça à la fois les conversations et puis il va se dire ce qui va se dérouler à l'écran. Donc, premier choix à faire, je pense que si vraiment on veut acter un choix éditorial et managérial autour de la collaboration à distance, premier choix à faire, quel outil de travail je vais choisir pour produire des documents et puis les stocker de manière collective. Frédéric, il y avait une première question de Claudine dans le chat donc, qui demandait où sont hébergées les données Frama. Alors, Jérémy a répondu en disant qu'elles étaient hébergées en France. Je ne sais pas si tu as des éléments d'information là-dessus pour confirmer. Alors, les données sont en France, oui. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas d'espace de stockage très important puisque Framasoft, c'est une association, hein, si je m'abuse, loi 1901, qui est plutôt à proposer des outils, mais qui n'est pas un hébergeur et qui n'a pas une vocation financière. Donc, je pense que les capacités d'hébergement, par exemple, de documents sont très limitées sur Framasoft. Je ne sais pas si Jean a d'autres informations sur le sujet. Mais c'est pas. Et du coup, c'est vrai que de ce point de vue, je trouve que même si on peut les comparer en termes d'application, on n'est pas sur la même envergure en termes de capacité de stockage, par exemple. Mais par contre, c'est vrai que les données en tant que telles sont stockées en France sur Framasoft. Alors, par contre, donc, quelques conditions de réussite hein, pour que ça fonctionne. La première, c'est de vérifier la nature des équipements des collaborateurs à distance. Là, la crise actuelle montre un petit peu justement la carence d'une forme d'anticipation, en tout cas, dans ce que je peux voir de mon expérience, hein, sur le fait d'aller vérifier au préalable que les collaborateurs avaient le matériel nécessaire pour travailler à distance. Et puis, lorsqu'ils ont été les équipements mis à disposition, comme dans certains établissements avec qui je travaille,
on n'a pas forcément pensé que derrière, il fallait télécharger des applications. Par exemple, je travaille avec un CFA qui ne veut pas utiliser Teams parce que il faut télécharger l'application et que le collaborateur à distance n'a pas les droits pour le faire. Donc, cette question réinterroge la question du BIOD, c'est-à-dire le fait d'utiliser son équipement personnel pour travailler ou inversement, c'est-à-dire le fait de plutôt avoir un équipement unique qui est celui avec lequel on va à la fois travailler et à la fois vivre le reste de sa vie numérique. Et effectivement, les stratégies plutôt de doter d'un ordinateur les collaborateurs, leur donnant la liberté de faire avec ce qu'ils ont envie, me paraît effectivement plus pertinent que le contrôle peut-être à outrance ou même parfois incompréhensible des systèmes d'information, enfin des directions de l'information qui bloquent parfois de manière excessive. Donc, à mon avis, on ne peut pas passer à une forme de généralisation sans avoir traité ce premier point des équipements. Le deuxième point, c'est en fait de s'y contraindre. Alors, c'est vrai que les habitudes, même si elles sont récentes, hein, à l'aune de l'histoire des organisations, le mail, c'est pas si vieux que ça. Il n'empêche qu'on a quand même l'habitude d'utiliser le mail et que si on veut mettre en place d'autres stratégies autour des espaces collaboratifs, en fait, il faut vraiment s'y contraindre. C'est pas naturel. Pour certains d'entre nous, peut-être, mais pour la majorité, ça ne l'est pas. Et très vite, en fait, le naturel, entre guillemets, reprend ses droits. Et même si on essaye de se dire, OK, on va utiliser un espace collaboratif, on va déposer les documents, on va travailler sur les mêmes documents, assez vite, on se rend compte qu'on reprend l'habitude d'envoyer des mails. Et parfois, on double, c'est-à-dire qu'on envoie les mails et à côté, on met les documents sur le site. Ce qui fait que ça nous perturbe et puis finalement, ça nous paraît lourd et on abandonne. Donc, pour ne pas abandonner, hein, puisqu'on est aussi là pour répondre à la question de la pérennisation de ce genre de démarche, il faut vraiment, et je m'adresse plus aux cadres, hein, s'il y en a parmi vous qui vont initier ce genre de démarche, il faut vraiment s'y contraindre et puis mettre en place de bonnes habitudes et lutter finalement contre la tendance à revenir à quelque chose qu'on connaît mieux, qui est de l'ordre du mail, par exemple, et des fichiers joints au mail. Et donc, pour les cadres, être exemplaires. Et c'est pas toujours évident. Je raconte souvent cette anecdote, mais j'avais mis en place pour un client un espace collaboratif et j'avais vérifié pourtant que tout le monde était en phase hein, sur cette question de la transparence. Est-ce qu'on met tous les documents en ligne, etc. Tout le monde m'avait dit oui. Et puis, la première fois que j'ai eu le malheur de mettre un compte-rendu de comité de pilotage sur l'espace collaboratif, je me suis fait incendier par les cadres. Ils disaient non, et surtout pas, on va quand même pas partager les documents stratégiques. Donc, il m'avait semblé pourtant que cette question avait été évoquée et avait été tranchée, mais visiblement pas avec assez de conviction de ma part, parce que on pouvait tout échanger, tout partager, sauf les documents stratégiques. Même le comité de pilotage était un document stratégique. Donc, on voit bien que derrière, il y a loin en fait de la décision et de l'application et de la mesure des incidences que ça peut avoir de faire ce choix d'être dans la transparence et dans le partage autour d'une organisation. Donc voilà, et fixer des règles aussi. Donc ça revient un peu à l'idée hein, de s'y contraindre, mais je pense qu'on peut aussi avoir l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques sur ces outils-là, ne pas effacer le travail commun, avoir des règles de nommage éventuellement, etc. On peut d'ailleurs les partager en équipe. Je pense que c'est bien aussi qu'on écrive cette charte en équipe. Accepter et promouvoir la transparence, donc c'est un peu l'écho à ce que je disais précédemment. Et puis, initier les travaux de production collective, ça ne va pas se faire naturellement. C'est une démarche hein, qui est peut-être à contrario de modèles managériaux auxquels on est habitué. Et puis, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, tant pour nous qui initions que pour ceux qui le reçoivent. Et donc, effectivement, il faut lancer la machine et la lancer sur un temps suffisamment long, donc d'initier des travaux de production collective. Hein. Et je pense que là, pour le coup, la période de confinement nous y incite réellement. Et donc, on a l'occasion d'expérimenter. Voilà. Sur cette première partie, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des ajouts, des compléments
ou d'autres outils éventuellement à proposer, n'hésitez pas. Alors, si je regarde, Frédéric, dans le chat, il y a quelques remarques, effectivement, et puis des demandes de précision, mais les participants entre eux se donnent des éléments d'explicitation, donc type by IoD, bring your Oui, own device. oui, La question, enfin, ce qui est abordé aussi, c'est sur le même modèle que la suite Google. Il y a d'autres possibilités, par exemple Zaclis, mais qui a un léger coût annuel et qui est donc une alternative aussi à Google oui, ou à Framasoft. très bien. Voilà, principalement, c'est ce que je vois dans le chat. Alors, c'est vrai que comme on est un petit nombre, s'il y a d'autres personnes qui veulent compléter et réagir, vous pouvez aussi En activer direct, votre oui, micro, hein. faites-le. Ouais. Alors, de toute façon, ces outils ont quand même un coût, hein, quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai que Google, on a accès à gratuitement avec une limite de volume. Après, de toute façon, Microsoft sont des outils payants. Donc, et je pense que le distinguo payant, enfin open source et puis payant est effectivement un distinguo important à avoir. Ça fait partie peut-être des choix aussi, des éléments de choix stratégiques, d'aller voir les coûts de ces solutions. Et est-ce que ça a aussi comme incidence de prendre des solutions en open source, par exemple. Donc ça, c'est la première famille d'outils. La deuxième famille, donc, c'est pour tout ce qui est organisation des rencontres synchrones à distance. Donc, telles que celles qu'on est en train de faire. Donc, en fait, l'idée hein, de ces outils, et on voit bien là une utilisation exponentielle hein, dans la période qu'on est en train de vivre, puisque, comme j'évoquais, ce besoin de contacts sociaux forts, je pense qu'on a là trouvé avec des outils synchrones la possibilité, peut-être pas de reproduire hein, du présentiel, parce qu'évidemment, il manque une partie conséquente autour des sens qui ne sont pas mobilisés à distance. Hein. Évidemment, vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Le toucher, etc. Et puis le fait d'être dans la convivialité ensemble. En tout cas, on peut essayer de reproduire les dynamiques collectives le plus fidèlement possible à travers des outils donc, de rencontres synchrones à distance. Et donc, on va avoir dans les différents outils, on va avoir à notre disposition euh, les fonctionnalités se voir et s'entendre. Donc, on peut effectivement avoir un visuel sur la personne qui parle et les personnes qui sont présentes. Donc, même si c'est à travers une petite vignette, c'est déjà mieux que rien. On peut quand même saisir les, euh, les mimiques et puis les accords ou les désaccords liés à ces mimiques. Donc, se voir, s'entendre. Partager ces documents en direct, comme je suis en train de le faire. Produire en direct aussi. Alors, certains outils le permettent nativement, d'autres moins. Et on peut avoir des solutions, il y a beaucoup de solutions intéressantes qui émanent justement, enfin qui sortent là du lot sur le fait de pouvoir produire en même temps sur un petit outil à côté de la classe virtuelle. Ça peut être intéressant. Et puis, il y a des outils comme les outils Google, par exemple, qui, eux, le proposent de manière native et Microsoft également. C'est-à-dire qu'ils ont intégré dans l'outil de WebConf la possibilité donc, de produire des documents en direct. De bavarder avec son voisin ou avec tout le groupe, c'est-à-dire l'idée, tiens, j'ai fait une fois d'ailleurs avec tout le groupe, c'est en fait l'idée de pouvoir recréer à la fois une conversation de classe, enfin de groupe, hein, de classe quand on est dans une classe virtuelle, le groupe quand on est dans un échange visio ou autre, conf call, et puis aussi avec son voisin, parce qu'on peut aussi chatter avec des personnes de son choix selon les solutions, on a cette possibilité-là. Et c'est intéressant justement d'essayer de reproduire en fait les modèles qui préexistent en présentiel. Et puis donc la possibilité de décider donc avec des outils de vote, de sondage, etc. Et enfin de garder des traces. Ça c'est intéressant parce que à la fois pour ceux qui n'étaient pas présents et puis pour ceux qui étaient présents qui voudraient revoir des éléments, donc notamment des traces soit directes de l'enregistrement de la webconf ou des prises de notes qui restent après
après la fin de la réunion. Donc voilà, des fonctionnalités en fait qui essaient de reproduire les modèles du présentiel. Donc pareil du côté des deux grands leaders, donc on a d'une part l'outil Teams, donc qui est de plus en plus utilisé, qui permet donc de faire ces rencontres synchrones à distance, donc avec ici la possibilité d'afficher quatre caméras, comment on dit ça, le nom m'échappe, la webcam, pardon, en direct, et puis la visibilité sur toutes les personnes qui sont présentes, et la manière dont elles vont s'exprimer va être rendue visible à l'animateur. La possibilité donc de partager son écran et de prendre la main sur l'écran d'une autre personne. Ça, c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante. J'ai utilisé notamment Teams, que j'ai fait des formations il y a très peu de temps sur l'utilisation d'une plateforme de téléformation. Et en fait, j'avais choisi de faire les deux écrans en parallèle, c'est-à-dire on avait un atelier de production où les personnes produisaient sur la plateforme avec l'outil Teams ouvert en permanence, donc sur des plages de 3 à 4 heures, et avec la possibilité en fait à tout moment d'intervenir dans la conversation, et puis pour ma part de prendre la main à distance sur l'ordinateur d'une personne si elle était bloquée dans sa production. En fait, je pouvais prendre la main, et ça a très bien fonctionné en fait. C'est-à-dire que là, du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le couplage entre une forme de travail de production et puis un Teams ouvert qui permet à tout moment d'intervenir, et effectivement les échanges se passaient quasiment comme on l'aurait fait dans une salle de classe habituelle, c'est-à-dire on produit ensemble, chacun produit pour soi, et puis ensemble et pour soi, et chacun peut intervenir et puis finalement se répondre mutuellement comme vous êtes en train de le faire, je pense. Donc cette fonctionnalité-là me semble effectivement intéressante du côté de chez Teams. Du côté de Google, on a donc l'outil Google Hangout Meet, hein, qui est le meeting de Google. On va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités, même si je suis moins adepte et j'ai moins utilisé que Teams. Et puis, alors après, on va trouver les autres acteurs du marché, alors ceux dont on parle beaucoup actuellement, donc Zoom notamment, qui est l'outil qu'on est en train d'utiliser. Donc pour ma part, c'est l'une des premières fois que j'utilise, donc je découvre aussi les fonctionnalités de cet outil, dont on parle en bien et en moins bien. Vous n'êtes pas sans avoir entendu les critiques qui sont apparues sur cet outil, sur la question des données et de la confidentialité et ainsi de suite. Mais voilà, donc là ici on peut par exemple afficher la totalité ou une bonne partie des participants. On va trouver des outils donc de classe virtuelle, alors qui ont été conçus vraiment dans cette optique de faire classe, hein, donc ce qui est pas tout à fait notre entrée aujourd'hui, puisque là on parle plus d'outils collaboratifs de travail, mais la classe est finalement un outil aussi de travail collaboratif, si je ne m'abuse. Donc des outils comme Classilio que j'utilise pour ma part depuis longtemps. Je pense que Jean également, et plutôt avec bonheur, qui est un outil une solution française. Big Blue Button, qui est un outil aussi qui existe depuis assez longtemps, qui permet de faire ce genre d'animation. Et puis des outils qui n'étaient pas forcément a priori faits pour ça, comme TeamViewer par exemple, qui est un outil plutôt de prise en main à distance, qui est un outil utilisé par les informaticiens, mais qui finalement peut aussi servir à faire des webcams. Voilà, et vous retrouvez donc Framatalk, hein, qui est tout en bas de mon écran, là, l'équivalent, en fait, enfin l'équivalent, le produit de WebConf de Framasoft. Voilà, et puis, dernier point sur cette partie, les réseaux sociaux. Et donc, on va, alors, a priori, plutôt ici des outils grand public, hein, mais il n'empêche qu'on peut aussi les utiliser de manière professionnelle. Donc, alors, Workplace est un outil professionnel d'ailleurs, hein, le Workplace étant l'outil, le réseau social de Facebook, le réseau social professionnel de Facebook. Donc, il propose aussi des fonctionnalités de conf vidéo, et puis WhatsApp, Messenger, et puis
celui dont on a aussi beaucoup parlé, Discord, puisque c'est un outil qui est utilisé beaucoup par les gamers, pardon, et qui en fait a été beaucoup utilisé par l'Éducation nationale ces derniers temps, puisque au-delà des outils institutionnels comme par exemple le CNED, beaucoup d'enseignants se sont dit bah, finalement, si je veux raccrocher mes élèves, autant les là où ils sont, et Discord est un outil qu'ils connaissent, donc on va aller utiliser les outils plutôt du quotidien. Donc voilà, ça c'est dans le cas de l'éducation, mais c'est aussi valable pour l'organisation de rencontres entre professionnels. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que, alors oui, pardon, avantages et inconvénients, puis après je vous demanderai ce que vous avez utilisé. Garder le lien, apporter l'information collective, produire en direct, ça je l'ai évoqué, faire des points de régulation sur les projets, répondre aux interrogations, aux demandes. Les conditions de réussite, j'en ai vu deux, trois, mais il y en a sans doute d'autres. Hein, mais le premier, c'est encore une fois cette question des équipements. Je pense qu'il faut qu'on vérifie que les collaborateurs sont équipés de casques ou de micros, ou en tout cas de bonne qualité de son, et d'une connexion qui va bien. De recréer des rituels managériaux à distance, c'est-à-dire ne pas, c'est pas parce qu'on est dans une réunion à distance qu'il faut oublier le savoir-vivre, en fait, hein, de se dire bonjour, prendre les petites quelques minutes au démarrage pour juste les informations qu'on aurait échangées, j'allais dire, dans la salle de pause avant de démarrer la réunion, voire même peut-être prendre un café ensemble. Hein. C'est aussi un rituel managérial peut-être à réinventer quand on démarre une réunion, de prendre les quelques minutes de démarrage pour prendre un café ensemble. Et puis, je pense qu'il faut être formé. Il y a vraiment une manière de faire particulière. Et puis, en fait, de savoir doser, c'est-à-dire pas non plus être en webconf toute la semaine. Hein. Il faut aussi savoir doser intelligemment cette modalité. Dans les failles de sécurité, donc je l'ai évoqué, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, et peut-être si certains ont des choses à dire, c'est le moment. Et donc, je voulais vous interroger sur vous, qu'est-ce que vous avez utilisé jusqu'à présent? Donc, peut-être sur le chat, si vous pouvez nous mettre en deux mots, enfin, un ou deux mots, les outils que vous utilisez actuellement en webconférence. Alors, il y a déjà eu effectivement une contribution avec quelqu'un qui a parlé de Jitsi Meet. Oui. Et donc effectivement à open source et qui est l'outil sur lequel se base Framatalk. Et alors Ouais, dans les c'est ça. réponses Ouais. à la question que tu viens de poser, Frédéric, effectivement je vois passer Zoom, je vois Ouais. passer Framatalk, Team, Moodle également pour les classes virtuelles, Oui. et Jitsi Meet. D'accord. Classilio et Framapad notamment, donc ça c'est pour Jean van der Spelden. Oui. Google Hangout, Oui. GoToMeeting également. TwoSoft Team. Ah oui, je vois sur le Et, tableau TwoSoft TeamViewer. Ouais. et Team et Zoom revient pas mal aussi. Ouais. Oui, oui, mais c'est pas très étonnant. Je pense que c'est effectivement ça reflète un peu la tendance actuelle de ces deux outils qui sont quand même, en tout cas sur le marché français, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas en France, me semble être plébiscités comme des outils effectivement intéressants. Ok, donc ça c'est la deuxième famille d'outils. Et alors la troisième famille, en fait, c'est les outils de planification. Alors, en fait, c'est souvent l'étape, la strate peut-être la plus difficile à mettre en place. En tout cas, dans les expériences que je peux avoir, il y a Claudine qui est avec nous là, qui peut témoigner, puisque on travaille ensemble sur on a travaillé ensemble sur un projet de cette nature. En fait, l'idée d'aller plus loin que de simplement partager et produire ensemble, mais d'utiliser les outils pour planifier le travail d'une équipe et donc d'avoir une démarche projet fédératrice. Je ne sais pas si on peut effacer par contre. J'ai toujours écrit tout. Voilà, super. Donc, qui permettent en fait ces outils de générer des diagrammes de Gantt. Donc, déjà d'avoir cette logique du projet, donc avec une planification des tâches à accomplir, des produits de sortie intermédiaires et finaux,
les dates butoirs, donc bref, tout ce qui est de l'ordre de la gestion de projet, hein, alors que l'on fait, mais que l'on fait souvent pas forcément de manière collaborative, c'est-à-dire, bien sûr, on a des chefs de projet dans les établissements que sont les vôtres, hein, mais la plupart du temps, le chef de projet n'a pas mis en place des outils pour collaborer et puis utiliser le numérique pour organiser le travail de son équipe. Donc, ça, c'est un pas supplémentaire, il me semble, donc, pour trouver en fait organiser la planification donc, des tâches les unes avec les autres et des temps alloués, et même y compris de faire une, une comptabilité du temps passé à chaque tâche pour justifier, par exemple, de l'utilisation des moyens qui ont été affectés. Donc, la planification, et puis après, la gestion des ressources humaines, donc, pour donc, affecter des tâches aux membres, ou en tout cas, même de manière concertée, hein, mais donc, affecter des tâches aux membres du groupe projet, suivre l'utilisation du temps et donc des moyens, suivre les productions, rappeler automatiquement les échéances, donc bref, toute cette démarche-là, qui est possible donc avec des outils de planification. Et bien sûr, on va retrouver, j'allais dire, bon, j'allais presque dire malheureusement, mais c'est pas, je ne sais pas pourquoi ce serait un malheur, mais en tout cas, on sent bien que derrière, pour ma part en tout cas, j'ai une utilisation beaucoup plus forte des outils Microsoft que d'autres outils. Mais l'utilisation, par exemple, donc, de Planner, qui est l'outil intégré à la suite Microsoft Office, et qui en fait d'ailleurs c'est le projet avec lequel je suis, avec Claudine, il me semble. Donc, où on peut donc, vous voyez, en fait, j'illustre là avec cette image, voilà, Claudine confirme, le fait qu'on ait organisé tout le projet, donc, qui a une planification sur une année, en fait, avec un outil comme celui-là qui permet donc de mettre les jalons, les tâches, et puis d'affecter en fait les tâches à des personnes qui retrouvent en fait les tâches dans leur propre organisation. Donc, la cohérence en fait et l'articulation entre les applications me semble là pour le coup une vraie plus-value, puisque en fait, quand vous affectez des tâches à des collaborateurs, ça vient automatiquement incrémenter leur emploi du temps, leur calendrier, etc., et avec des rappels automatiques. Ce qui fait qu'en fait, on sous-traite au numérique une partie de la gestion du projet une fois qu'on a fait la planification. Et quand je disais que c'était difficile, c'est-à-dire c'est vrai que par expérience, je me dis c'est toujours cette étape-là de créer, de prendre le temps pour planifier le projet et puis, et encore une fois, de l'utiliser de manière sur le temps long et de ne pas revenir encore une fois à des habitudes antérieures qui sont de renvoyer des mails, etc. Parce que là, en fait, on peut gérer son projet avec ce genre d'outils. Alors, ça ne déshumanise pas pour autant, hein. Attention, il ne faut pas se méprendre hein, sur le côté, je ne vais pas opposer numérique avec la convivialité ou les échanges. Je pense qu'au contraire, on va avoir une qualité relationnelle d'autant plus exacerbée que l'outil nous soulage en fait d'un certain nombre de tâches automatiques, comme par exemple le rappel des échéances, etc. Donc voilà, on n'est pas sur un monde complètement technologisé qui empêcherait la relation humaine, mais qui au contraire va peut-être permettre d'amplifier la relation humaine. Voilà, donc des outils comme Planner qui me paraissent intéressants. Un autre outil que j'aime bien, qui est Trello, en fait. Alors, Trello, c'est un peu basé sur le même principe que Padlet, pour ceux qui connaissent. Hein, c'est le fait de pouvoir afficher des post-it. Au départ, c'est ça. Donc, on affiche des post-it par colonne, et puis on peut mettre les colonnes à faire, faites, et puis réalisées, par exemple. Hein, donc, ça peut être un outil de gestion personnelle, un to-do list, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est aussi un outil collaboratif. En fait, on peut, derrière les tâches, travailler ensemble et puis mettre des documents partagés. Donc, c'est un outil qui peut être une bonne alternative, encore une fois, qui n'a pas la puissance de stockage de documents que peuvent l'avoir les deux précédents. Mais ça peut être intéressant d'aller voir. C'est très, je trouve, un look plutôt sympathique et avec donc une organisation qui est assez imagée et un plugin qui est en fait intéressant, qui est le plugin Elegant, qui en fait permet de générer des diagrammes de Gantt à partir de Trello. Voilà. Je n'ai pas évoqué Google. Là, pour le coup, je n'ai pas vu, sauf si d'autres peuvent intervenir là-dessus,
l'équivalent de Planner sur les outils Google. Par contre, j'aime beaucoup aussi cet outil BizBuzzy. Alors, c'est un parmi d'autres. Encore une fois, je ne fais pas la promotion. Hein, je livre juste ce que moi j'ai vu d'intéressant et c'est loin d'être exhaustif. Mais des outils comme BuzzBuzzy me paraissent effectivement intéressants qui permettent de générer à la fois cette organisation en colonnes ici, hein, telle que Trello par exemple, et puis des diagrammes de groupe. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réactions dans le forum, dans le chat. Eh Bertrand? ben, écoute, non, les outils qui ont été cités, il y a effectivement Padlet, Trello, voilà, ceux que tu as présentés finalement, D'accord. grosso modo. Ok. Donc, voilà. Donc, la quatrième famille, hein, je vais pas la présenter. Donc, c'est tout ce qui permet de faire de la veille partagée. Donc, les deux plus connus, enfin, en tout cas, dont on parle beaucoup, c'est Perltris, par exemple, hein. C'est un outil Perltris qui permet de partager ces bonnes perles de rencontres sur Internet. Et donc, d'avoir une veille partagée. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, je n'ai pas prévu de les évoquer ici, mais c'est une quatrième famille qui me paraît important aussi d'aller voir quand on est dans la construction de comment dire, cet écosystème numérique autour de la collaboration à distance. Ce que je voulais dire juste pour conclure, en tout cas pour conclure pour moi, et puis peut-être laisser un temps aussi pour les échanges et les compléments. Euh, j'ai repris cette citation en fait d'un ouvrage que je vous recommande sur le travail à distance et le e-management, hein, donc Aurélie Leclerc, Van de la Noite, qui en fait reprend un peu ce que j'évoquais sur comment dire, l'opposition que l'on pourrait percevoir entre le numérique et les approches plutôt humanistes, humaines de la relation. Euh, Autant j'ai dit que l'un pouvait servir l'autre et puis qu'on pouvait trouver des complémentarités, mais c'est important de les trouver justement. Et que ce que dit cet auteur me paraît aussi pertinent, c'est-à-dire il ne faut pas que derrière le recours à des technologies de la collaboration à distance, derrière la pseudo-autonomie des salariés que l'on pourrait percevoir à travers une plus grande flexibilité des espaces-temps, par exemple, etc., on ne tombe pas dans une espèce de contrôle permanent et que les technologies portent en eux-mêmes le mal et la solution. C'est-à-dire la solution, on vient d'évoquer aussi quelque part, la traçabilité à outrance peut conduire, si on n'y prend pas garde en tant qu'à la fois de salarié et de cadre, à une espèce de contrôle permanent où le moindre écart serait traduit en justice et où en fait on se sentirait obligé d'être présent tout le temps, ce qu'elle appelle l'autonomie coercitive. Et en fait, le fait que si je ne réponds pas au chat dans les 5 minutes, si je ne me connecte pas à l'heure, etc., si je ne suis pas toujours présent en permanence sur les outils collaboratifs, mon patron va croire que je ne fais rien, quoi. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il va croire que je ne fais rien. Donc, ça porte aussi ça. Donc, il faut faire attention, je trouve, à avoir en tête ce potentiel excès ou cette dérive potentielle pour justement l'anticiper et puis ne pas lui laisser libre cours. Donc, ça me paraît important. Et donc, la solution, ou en tout cas, l'une des recommandations hein, qui me permet de conclure, c'est finalement de piloter par la confiance. C'est-à-dire, et là, pour le coup, on est vraiment dans un changement managérial, hein, c'est-à-dire, on passe d'une logique verticale à une logique horizontale, on passe d'une organisation pyramidale à une organisation plutôt par pôle de responsabilité ou autre. Et le pilotage par la confiance me paraît être la bonne antidote au risque justement de contrôle permanent et de coercition. Et donc, pour mettre en place la confiance, en fait, il faut déjà faire confiance. Et la confiance n'excluant pas le contrôle. Hein. Ce n'est pas parce que vous faites confiance aux gens que vous n'avez pas contrôlé. Par contre, ce contrôle doit être négocié à travers des contrats d'objectifs, par exemple, qu'ils soient des contrats smart, hein, c'est-à-dire réalisables, pas trop d'envergure dans le temps, etc., et que l'on puisse contrôler.
donc de déléguer avec pertinence en fonction des compétences de chacun, en essayant d'éviter que les gens restent trop dans leur zone de confort non plus. De manager par les missions et les objectifs et non par les tâches à réaliser. C'est-à-dire, peu importe le moyen, en fait, en gros, si vous affectez des missions, des objectifs, des tâches à des collaborateurs, ben, finalement, l'important, c'est qu'ils mènent à bien leur mission, qu'ils atteignent leurs objectifs, peu importe quelque part les moyens qu'ils ont utilisés. Donc, ne pas trop s'arrêter sur les tâches, mais plutôt sur les objectifs et les missions. Donner donc des marges de liberté, s'intéresser aux résultats plus qu'aux détails de réalisation des tâches, planifier des points de suivi, c'est-à-dire justement utiliser à bon escient les techniques type WebConf pour faire des points de suivi réguliers avec les collaborateurs et puis surtout faire des retours sur les performances. Ça, c'est vraiment un conseil managérial de dire bah, je dois aussi renvoyer de l'information aux personnes pour leur signifier là où elles en sont dans les objectifs et dans les performances individuelles et collectives acquises. Avec effectivement cette dimension individuelle et collective. C'est important qu'on crée aussi ces collectifs à distance qui sont des vrais collectifs de délégation, finalement. Voilà, donc bah, c'est tout ce que je voulais dire, c'est déjà pas mal, je pense, mais c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je ne sais pas si on a un petit temps maintenant, peut-être pour les échanges ou les compléments. Ouais, alors il y a effectivement Jean van der Spelden qui nous dit qu'il doit nous quitter, qui remercie le Carif et qui te remercie. Tu vas pouvoir voir la fenêtre de chat. Et Oui. puis il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi si ils pourront accéder au diaporama. Le diaporama que tu as présenté. Donc nous, effectivement, on met les vidéos en replay. On pourra éventuellement mettre un lien vers le diaporama également. Oui, alors je mettrai le diaporama sur un site et oui, vous y aurez accès, oui. Ouais. Oui. Ok. Donc effectivement, si vous souhaitez, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à réactiver votre micro et éventuellement la webcam si vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu. Et puis, dans la fenêtre de chat, on peut voir d'autres commentaires. Oui, je vois les commentaires, je relis en même temps parce que je ne les avais pas tout à l'heure. Donc, Zoom, effectivement. Les paramétrages de Zoom, effectivement, je pense que c'est important de le rappeler. Oui, alors effectivement, on l'a évoqué hier avec un groupe sur le fait qu'aujourd'hui, on peut verrouiller une réunion quand elle a démarré, ce qui permet d'empêcher que d'autres personnes viennent au niveau de la réunion. Alors, il y a Oui. une question de Christine sur Klaxoon. Oui. Ah, est-ce que alors, je connais peu Klaxoon, en tout cas sur cette partie collaborative. Alors, je ne sais pas trop. Corinne, vous l'avez utilisé. Vous pouvez Peut-être peut-être quelqu'un peut... Ouais. prenez la parole, Corinne, si vous voulez témoigner. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est un très bon outil. Ça permet effectivement de faire des réunions synthétiques, courtes, rapides. Et c'est assez agréable, quoi. D'accord. Là, voilà. Moi, je suis ravie de votre intervention. J'ai découvert des outils. Je suis très contente. Je vais aller tester BizBuzzy, Outil Planner, Workplace et TeamViewer pour voilà, la fonction de prise en main. Sauf qu'en Oui. jouant là sur la barre verte en haut du Zoom, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi l'option prise en main en plus d'annoter qui permet d'émarger en ligne ou d'écrire dans des tableaux blancs comme je suis désolée, je l'ai fait tout à l'heure, mais je ne pensais pas que ça Vous avez restait bien fait, non, vous avez incrusté bien fait, oui. sur Oui, toutes les vidéos. Donc, j'ai vite utilisé la gomme. ouais, c'était Voilà. très bien. Oui. Et, je vous remercie, j'ai découvert des articles. Et hier, on m'a fait découvrir sur Zoom, on nous a fait jouer dans des pièces différentes. Ah oui, oui, oui. Voilà, dans des pièces partagées, en plus d'émarger, d'utiliser la gomme et le tableau blanc. Oui. On nous a fait jouer dans des pièces séparées pendant 8-10 minutes, puis revenir tous en sous-groupe. Donc, ma prochaine réunion, je vais l'essayer moi-même. Oui, oui, Voilà. j'ai pas testé, mais effectivement, j'ai vu que c'était possible, ouais. Voilà, on avance tous enfin voilà, en avançant, en essayant. Bien sûr, Merci oui, pour tout tout à en fait. tout cas. Je vous en prie.
Donc peut-être aussi, j'en profite pour redire que la semaine prochaine, il y a de nouveau des rendez-vous, notamment un rendez-vous des formateurs jeudi après-midi, la thématique sera autour des astuces pour entretenir la motivation. Et puis il y a une action donc qui sera animée par Frédéric Aeuil, reste des places, donc l'action accompagnée à distance pour les conseillers, qui sera sur un format de 3 demi-journées. Tu pourras, si tu veux, en dire un petit mot également, Frédéric. Oui, alors là, donc le public, c'est plutôt les conseillers. Souvent, j'ai des personnes Pôle emploi, mission locale, etc. Tout ce qui est accompagnement euh, des projets personnels et professionnels. Donc, en fait, j'ai prévu de faire en 3 classes virtuelles, donc de 2 heures, même 2 heures et demie, avec des temps de pratique également. Donc, sur un temps très rapproché, puisqu'en fait, j'ai 3 séances, hein, le 30 avril, puis le 5 et le 7 mai. Et l'action qui correspond donc à celle d'aujourd'hui, hein, sur la coopération à distance, donc celle-là est sans doute reprogrammée en ce dernier trimestre de l'année 2020. Donc elle est prévue sur, je pense, c'était 1 journée et demie de mémoire, avec donc une journée en présentiel et un temps à distance. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole. Vous parlez de cette action qui était programmée sur 1 journée et demie. Sur quel lieu elle était envisagée? Sur Angers. Avec le Carrefour F Pays de la Loire. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Bon, mais écoutez, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, il est 15 heures, donc on va rester là peut-être, Bertrand. Ouais, tout à fait. Ouais, si effectivement il n'y a pas d'autres questions, réactions, on va pouvoir en rester là. Merci à vous tous pour votre participation. Donc le replay et le diaporama donc seront disponibles en ligne à partir de la semaine prochaine sur le site du CARIF. Et puis merci à toi Frédéric et à très bientôt. Eh bien, c'était un plaisir. Merci à vous. À très bientôt également. Bon week-end. Au revoir à tous, bon week-end. Ouais. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Bon week-end. Je vous en prie. Au revoir, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Merci. Merci bien. Au revoir et bon week-end. Au revoir, merci à vous.